Bonjour tout le monde! Bonjour Charline. Bonjour Francis. On en profite, on se présente. Je m'appelle Charline Marais. Et moi, Francis Trudeau. On est là pour vous faire l'émission Mange, ris, bois. Faut bien se nourrir. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, Francis? Aujourd'hui, on pourrait vous préparer, moi je vais préparer un petit onglet de bœuf. Un bel onglet de bœuf. Un bel onglet de bœuf et on va en profiter pour faire une petite thématique, qu'en dis-tu Charline, pour faciliter votre cuisine à la maison. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter notre cuisine à la maison, Ce qu'on va Francis? vous proposer aujourd'hui, c'est de faire plusieurs sauces. On va en faire 3, mais ce qui est le plus long quand on cuisine, en fait, c'est de préparer la sauce. C'est vrai. Par la suite, il suffit d'avoir quelques légumes, une petite protéine, et puis on décongèle la sauce, puis le tour est joué. Le tour est joué. Hein? On reçoit rapidement, il y a des invités qui arrivent à l'improviste. Vous ne serez pas dépourvus. On vous montre 3 sauces qui se congèlent, qui se décongèlent tout aussi rapidement et hyper polyvalentes. On débute? On débute certainement. Pour commencer, moi, je vais commencer avec la cuisson de l'onglet, puis pendant qu'on va faire les sauces, le bœuf va cuire. Donc, l'onglet, c'est une partie du bœuf qui est située juste sous le faux filet et le filet. Donc, c'est une pièce qui a des muscles, des fibres, en fait, un peu comme la bavette et la hampe. Donc, c'est une pièce qui est très goûteuse. C'est une pièce de boucher, hein, que les bouchers, c'est une pièce qui est un petit peu plus difficile à aller chercher que le filet. Donc, bien souvent, à une certaine époque ou quand on travaille de façon plus industrielle, cette pièce-là, l'onglet, va se retrouver avec les abats ou avec la viande hachée qu'on ne retrouvera pas. Donc, ici, on a une belle pièce de viande qu'on a trouvée. Donc, notre boucher chez IGA a réussi à aller la chercher. N'hésitez pas à aller lui demander. Donc, vous voyez après la taille de la pièce. Hein, c'est une petite pièce d'environ 200-250 grammes. Une belle viande. Une belle viande. Donc, on va aller chercher une cuisson médium saignant. Si on la fait trop cuire, un peu comme la bavette, ça va devenir un peu caoutchouc. On risque de la mâcher un petit peu plus longtemps. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile parce qu'on va la cuire sur le grill. On l'assaisonne généreusement, je vous dirais, des deux côtés. Et Francis, pour les gens qui connaissent quand même bien à la maison la bavette, exemple, tu parlais de bavette, tu parlais de faux filet. Quelle est la différence au niveau goût? Est-ce que tu dirais que l'onglet va être plus goûteux que la bavette? Ça va être un petit peu plus goûteux, un peu plus côté animal, je vous dirais, mais on reste dans des viandes très goûteuses. Donc, on s'éloigne un peu du filet mignon, où on a une viande vraiment tendre, mais où on a plus ou moins de goût. Hein. Vraiment moins de goût, exactement. Donc, j'ai assaisonné on cherche du goût, et on va saisir sur le grill que j'ai juste ici. Oh, alors quand on entend, hein, quand on cuisine avec nos sens. Quand on entend le doux bruit comme ça, c'est que ça saisit. C'est le terme saisir une viande. Ce serait la même chose si on saisit un poisson ou des fruits de mer. Donc, je vais assaisonner le deuxième côté de l'onglet. Je te laisse aller avec la première sauce, Charline, oui. si tu désires. Alors, on est l'été. On arrive bientôt avec les tomates de saison. C'est le moment où les tomates, en fait, sont très abordables. Donc, c'est le moment idéal pour vous préparer des sauces tomates. Et là, vous allez me dire, mais les sauces tomates, c'est assez long à préparer parce que souvent, on émonde les tomates. On vous montre, Francis et moi, que les tomates, on ne les émonde pas. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la peau ne laisse pas... on n'a pas un côté désagréable en bouche et ça ne laisse pas non plus d'amertume. Il faut juste retirer peut-être la petite partie un petit peu plus blanche qu'il y a au bout de la tomate. Mais souvent, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et moi, je vous suggère, pour faire une sauce, d'y aller avec des tomates italiennes. Pourquoi, Francis, les tomates italiennes? Les tomates italiennes, vous allez voir beaucoup plus de chair, moins de jus. Donc, vous allez avoir une belle sauce onctueuse plutôt que si vous utilisez des tomates de jardin, par exemple, les grosses tomates, vous allez avoir une sauce vraiment liquide pour pouvoir épaissir par la suite avec une pâte de tomate. Oui, puis là, on veut éviter ça. On vous a dit qu'on faisait quelque chose de rapide. Casserole ou poêle, munissez-vous de ce que vous aimez à la maison. Moi, j'ai mis de l'huile de canola. L'huile de canola, la Maison d'Orphée, en plus un produit du Québec. Mais si vous préférez, vous pourriez utiliser une huile d'olive ou toute autre huile végétale. Et les tomates, on les coupe grossièrement parce qu'on va les transformer en sauce. Donc, ça ne sert à rien que vous vous cassiez la tête à faire une coupe parfaite. En fait, c'est vraiment juste de faire tomber la tomate. Oui. On cherche à faire. Donc, pas trop gros, pas trop petit, mais effectivement, pas besoin d'être minutieux dans la coupe de la tomate. Non, exactement. Et on va ajouter à ça de l'ail. Pour ceux qui ont de la difficulté à digérer l'ail, ça pourrait être de la fleur d'ail, ça pourrait être des échalotes. On peut ajouter de la ciboulette à la toute fin. Mais l'ail va vraiment donner un bon petit goût puis va relever le côté des tomates. Ail du Québec en plus. Donc, l'ail du Québec, beaucoup plus goûteux que l'ail de Chine ou l'ail qu'on peut retrouver d'Espagne. Alors, on dit souvent que c'est important de retirer le germe dans l'ail. Souvent, dans l'ail du Québec, le germe n'est pas très formé, hein? Donc, souvent, on n'a pas besoin de le retirer. Et c'est ce qui fait avec l'ail qu'on a de la difficulté à le digérer. C'est ce qui fait que c'est un peu moins digeste. Là, vous allez voir, j'essaie de le retirer, puis il
vraiment pas grand-chose. Donc, on n'est pas obligé de le retirer. Encore une fois, on va, avec le bras mélangeur ou avec le robot à la maison, on va venir blender tout ça ensemble, mélanger tout ça ensemble. Donc, pas besoin de couper l'ail avec une coupe incroyable non plus, ni aller avec un presseur. On voit vraiment pas le germe. Hein? Vraiment, quand l'ail est frais, là, le germe va se développer vraiment après la cueillette. C'est pour ça que bien souvent, en hiver, notre ail est quasiment 3/4 germe et un petit peu d'ail. Il n'y a presque pas d'ail, mais il y a un germe incroyable. Là, c'est signe, en fait, que l'ail est vraiment bien frais. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aime beaucoup ajouter des herbes fraîches. J'ajoute du thym frais. Vous pourriez y aller avec du romarin. Mais là, l'idée, en fait, c'est de faire une sauce tomate de base. Parce qu'on se dit, bon, vous cuisinez portugais, exemple, avec du chorizo ou du porc. Vous voulez ajouter du paprika fumé, des piments frais. Là, faites une sauce tomate plus de base. Ça va être facile après d'ajouter les ingrédients que vous voulez. J'ajouterai un petit peu d'huile. On met du sel. Le sel va faire dégorger les tomates, va faire donc ressortir l'eau des tomates et c'est ce qu'on veut. Parce que par la suite, on va les laisser mijoter sur le feu. Le poivre, souvent, je l'ajoute à la toute fin. Ça ne sert pas à grand-chose de le mettre en début de cuisson. Et puis, une sauce de tomate de base comme ça, vous allez pouvoir l'avoir pour vos poulets au beurre. Parce que dans le poulet au beurre, il y a toujours une sauce tomate ou passata, coulis de tomate. On parlait de portugais. Pensez à vos pâtes, vos pizzas. Sauce spaghetti. Exactement. Sauce tomate, tomate, la sauce tomate. Oui. Il faut avoir ça dans le congélateur, ça dépanne en tout temps. Là, on vous en a fait une petite portion, hein, Charline? Mais, une petite portion, dans le temps des tomates, là, vraiment, je me rappelle quand on était plus jeune puis qu'on émondait la tomate, en fait. C'est quelque chose qui est très long, émonder la tomate et puis avoir sa sauce par la suite. Donc, la façon dont vous le montrez, dans le temps des récoltes, en fait, n'hésitez pas à acheter ça à la caisse, ça coûte vraiment rien. Puis faites vos conserves, là, des pots maçons pour l'hiver. Vous allez pouvoir utiliser toujours votre sauce tomate. Oui, bien, tu parlais de pots maçons, j'en avais justement sorti un. Pots maçons stérilisés ou, comme tu dis, on peut y aller avec des petits plats qui vont au congélateur directement. Donc, tu as fini. Pendant que la sauce tomate commence, Charline, moi, j'avais pensé faire un petit chimichurri. Et qu'est-ce qu'un chimichurri, Francis? Un chimichurri, c'est un genre de pesto argentin, initialement parlant. Donc, en Argentine, ils vont utiliser de la coriandre, ils vont utiliser du persil, de la menthe, un peu de vinaigre, du piment, toujours un petit relevé avec de l'ail. Vous pouvez goûter, là, moi j'aime bien plus relevé, surtout avec un bœuf, c'est bien d'avoir un piquant. Bien, traditionnellement, le chimichurri se veut bien relevé. Il faut que ce soit à la limite un peu trop piquant, un peu trop vinaigré, un peu trop salé. Il faut que ce soit généreux finalement dans tout ce que vous faites parce que ça va venir relever, assaisonner votre pièce de viande. On dit de viande parce que c'est ce qu'on vous prépare, mais un chimichurri avec un poisson blanc, avec des crevettes, avec des pétons, c'est un poisson entier sur le barbecue. C'est un délice. Là, le chimichurri qu'on a décidé... C'est un pesto. C'est ça, c'est exactement. Le chimichurri qu'on a décidé de vous faire aujourd'hui, c'est un chimichurri à la québécoise. Donc, j'ai choisi du cresson que j'ai décidé d'en mettre un peu partout à côté. Donc, un petit cresson, le côté un peu piquant, quasiment comme de la moutarde. C'est le temps de la fleur de l'ail au Québec. Donc, un petit peu d'ail, de fleur d'ail directement dans le robot. Il suffit simplement d'enlever les côtés un peu plus secs. Un peu plus abîmés de la fleur d'ail. Abîmés de la fleur d'ail. On fait ça grossièrement. Mais sinon, on garde tout, gardez toutes les tiges. Donc, comme on a dit, et la fleur d'ail est plus digeste, comme je vous disais, que l'ail. Et mélangé avec le chimichurri, vous allez voir, ça donne quelque chose de délicieux. Je vais t'arranger ton petit piment pendant ce temps-là. On parlait d'amener quelque chose d'un peu plus chaud dans le chimichurri. Un piment taille. Vous pouvez utiliser tout piment que vous voulez. Si vous aimez que ce soit peut-être un petit peu moins fort, on pourrait utiliser de l'espelette ou à la limite. Toujours plus facile d'en rajouter qu'en enlever, surtout une fois qu'il va être rendu en purée. On rajoute un petit peu d'huile végétale. Donc, on cherche à avoir plutôt une purée. On ne veut pas qu'il y ait trop d'huile. Des fois, on va mettre trop d'huile comparativement aux herbes. Et puis là, on a plus une huile verte qu'un pesto. Donc, quitte à en rajouter encore une fois de l'huile, mais on y va plus doucement que trop. Un petit peu de vinaigre. Donc, j'ai utilisé ici un vinaigre de cidre. Et hop, un peu pour l'acidité. Tu m'as préparé mon piment, Charline, qui est juste ici. Oui, et j'allais vous dire sur le piment, en fait, souvent le plus fort, le plus piquant dans le piment, ce sont les petits grains qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, à la limite, si vous voulez l'atténuer, l'adoucir un peu, vous pouvez retirer une bonne partie des petits grains. Ça va quand même calmer le côté piquant qui peut déranger pour certains palais. Mais toi et moi, on aime beaucoup le piquant. On aime bien le piquant. Alors, fais-nous du bruit, Francis. C'est parti. Je vais faire ça vite.
voilà, là, on peut voir qu'il manque un petit peu d'huile là-dedans. On va rajouter... Alors, comment, pour montrer aux gens à la maison, Francis, comment on voit qu'il manque d'huile dans ton robot? Là, tu viens d'en ajouter, mais qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il manquait d'huile? Il faudrait le regarder. Hein? Donc, il faut regarder les sens, le robot. on revient avec les sens. Donc, on voit ici que ça a blendé, mais on a vraiment plus quasiment un petit concassé d'herbe. Hein? Donc, on veut vraiment avoir de l'huile. On n'a pas le pesto, on n'a pas la purée. On ne cherche pas quelque chose de bien lisse, mais on ne cherche pas non plus des gros morceaux de feuilles. Okay. Si vous voyez que ça a la misère à mélanger, bien souvent, quand il y a trop de matière solide à l'intérieur, on dirait que ça blende un petit peu dans le fond, mais pas sur le dessus. Donc, on fait juste rajouter un petit peu d'eau, toujours pas trop, pour ne pas avoir une solution trop liquide. Je sens que ça va être la bonne, là, Charline. Et voilà, on a notre belle petite purée que je vais vous montrer. C'est parfait, ça, Francis. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que ça a été mélangé dans le robot? On y goûte, hein? Pourquoi pas? La partie la plus agréable, je trouve, quand on cuisine, ça, cette partie-là, ne passez pas par-dessus à la maison. Prenez le temps de goûter, regoûter, et puis on ne s'arrête pas à la première étape. Hein? On y goûte, on trouve qu'il manque de vinaigre, il manque d'ail. C'est encore le moment de réajuster la recette. On a un côté bien piquant. Avec le cresson, on a vraiment un côté moutardé. Oui, c'est ce qui fait que c'est délicieux. Vous allez voir avec le... Puis on a bien la fleur d'ail. Ouais. En fait, recherchez tous les ingrédients que vous avez mis dans votre robot. Vous voulez que ce soit le plus équilibré possible. Et si vous avez mis trop de vinaigre, ne paniquez pas pour aller chercher le côté un petit peu plus doux, pour adoucir le côté trop acide du vinaigre. Allez-y tout simplement avec un sucre. Ça pourrait être du sucre de canne, du sirop d'érable, un peu de miel. Ça va rectifier votre chimichurri, il n'est pas foutu. Trop salé, on pourrait rajouter un peu d'herbe. Bref, finalement, là, c'est en construction sans arrêt. Là. Donc, la sauce tomate, gardez un œil sur la petite sauce tomate. Ne mettez pas tout de suite à feu très fort au début. Baissez votre feu à moyen doux. Elle va mijoter tranquillement. Ça sent bon dans la cuisine. On fait autre chose pendant ce temps-là. Pendant que je terminais mon petit chimichurri, j'ai enfourné l'onglet de bœuf. Donc, on s'est rendu à la dernière sauce, Charline. Oui! Et pendant que tu nous présentes la dernière sauce, moi, j'ai préparé la poêlée qui va accompagner notre bœuf. Qu'est-ce que tu nous as fait comme poêlée de légumes? Une petite poêlée de légumes, je vous dirais, à l'asiatique. Donc, on a du mini bok choy, on a des pois mange-tout du jardin. Ouais. Et puis, on va ajouter des oignons que je vais mettre directement sur le grill pour juste simplement le griller, puis on va mettre en décoration sur le dessus de l'assiette. C'est vrai qu'on se sert souvent de l'oignon vert. Hein? On va le hacher, ce qui est très, très bien. C'est super bon aussi, mais on peut l'utiliser tel quel, vraiment comme un légume, comme Francis est en train de faire, venir le faire griller à la maison sur le barbecue. Exactement. Ou une plancha, une tôle, si les grilles de votre barbecue sont un petit peu trop larges, mettez une tôle tout simplement. Ça va venir vraiment donner un bon petit goût grillé. Et c'est tout simple à faire. La sauce, maintenant. On vous parlait de sauce rapide. Je pense que ça, c'est difficile de faire plus vite que ça. Alors là, je vous amène au Japon. On y va avec du saké. Le saké, on peut l'utiliser aussi dans les sauces. Pensez-y, on utilise l'alcool souvent dans nos sauces. Le saké, c'en est un. Le miso. Alors, le miso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâte de soya fermentée. Et en plus, celui-là, trouvé au IGA Benoît, est un miso biologique par-dessus le marché parce que le soya est souvent OGM. Donc, si vous travaillez du soya, je vous suggère d'y aller biologique le plus possible. Des échalotes françaises qu'on va venir hacher grossièrement. Puis ça va être la base de notre sauce. Je vais prendre un plus gros couteau. Est-ce qu'il y a un choix de saké, Charline, pour les sauces, ou on peut aller avec le saké de notre choix, en fait? On y va avec le saké de notre choix. Je dirais que ça ne sert à rien d'aller chercher un saké qui coûte les yeux de la tête, mais n'allez pas non plus avec le saké le moins dispendieux. Je dirais un entre-deux. Hein. Allez chercher le saké que vous aimez, parce qu'en plus, si vous ne mettez pas tout dans la sauce, vous allez pouvoir prendre un petit verre en cuisinant. Donc, pensez-y.
D'où l'intérêt de prendre un alcool moyen de gamme, hein, je vous dirais. C'est Oui, toujours plaisant exactement. de goûter aux produits pendant qu'on cuisine. Tu as tout compris ce que j'expliquais. Parfois, on se dit que vu que ça s'en va dans la sauce, on va choisir le moins cher, mais c'est quand même l'ingrédient, un des ingrédients les plus importants de la sauce. Donc, sélectionner un bon ingrédient va donner une bonne sauce. Tu as raison, il y a 3 ingrédients dans la sauce. Hein. Il y a des échalotes françaises, il y a la pâte de miso et il y a le saké, c'est tout. Donc, prenez des ingrédients de qualité. Donc, assez grossièrement, les échalotes. Moi, j'aime quand on a des morceaux d'échalotes, quand on tombe vraiment sur un petit morceau sous la dent. Si vous aimez un peu moins, hachez-les plus finement. On va venir revenir, on met un tout petit peu d'huile, pas beaucoup, et on va venir faire suer nos échalotes, mais pas très, très longtemps. Puis par la suite, on va venir déglacer avec notre saké. Le saké. Et on retrouve aussi du saké, hein, Francis, que la couleur un peu comme du lait. Ce serait tout aussi excellent d'utiliser celui-là. La seule distinction entre celui qui est clair versus celui qui ressemble vraiment à un produit laiteux, c'est qu'il n'a pas été filtré. Mais pour faire votre sauce, si c'est le seul saké que vous trouvez, ça ferait le travail aussi. On attend qu'on ait le doux son des échalotes et par la suite, on déglace avec notre saké. Je vais voir mon onglet, moi. Qu'est-ce que ça dit au four? Ça commence tranquillement. On commence à avoir le son. Donc, tu fais juste rissoler ton échalote, puis après, tu rajoutes le saké et le miso. Oui, tout simplement. Là, on le fait avec de l'onglet, mais je pense que ce serait une sauce qui serait bonne avec un peu le tout. Hein? La sauce miso et saké, oui. Ça serait excellent avec, comme on parlait d'un poisson blanc, ça peut être super bon avec de la pétoncles. pieuvre, calmar, pétoncle, du canard. Si on reste dans la viande, du porc, un bon poulet grillé sur le barbecue. Donc, pendant que tu termines la sauce, Charline, moi, je pense que je serais prêt à monter, à dresser notre plat. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, parce que je te rejoins dans peu de temps avec la sauce. Alors, quand on met de l'alcool dans une sauce, c'est assez important de laisser l'alcool s'évaporer. Ce qu'on veut, c'est pas avoir le goût d'alcool trop prononcé en bouche. On veut vraiment aller chercher les parfums de l'alcool, les notes différentes de l'alcool. Et munissez-vous d'un petit fouet. Une fois qu'on va ajouter la pâte de miso à la recette, on fouette vigoureusement pour donner une texture bien lisse à la sauce, bien onctueuse. Donc, vous voyez, quelques minutes, ça s'est évaporé, l'alcool s'évapore, c'est assez rapide, vous allez voir. Puis ça y est, c'est fait, ça sent super bon dans la cuisine. Et juste pour vous montrer, on a la sauce tomate ici qui est passablement réduite, hein, on peut le voir. Donc, ça commence à avoir un petit... la tomate a donné son jus, en fait. Il reste simplement la chair et la peau. Donc, il faut simplement retirer le thym et tous les aromates qu'on a mis à la sauce. Et après, avec un bras mélangeur ou un blender ou un mélangeur, en fait, un petit bras comme ça, on va venir simplement pulser le tout après avoir enlevé les aromates, comme je vous le mentionnais. Et puis, on va aller chercher une texture de sauce tomate, comme je vais vous montrer ici, que j'ai juste. Magie, la sauce tomate est prête. Magie, la sauce tomate. Donc, vous voyez, là, on a une belle sauce tomate qu'on va pouvoir utiliser à toutes les sauces, en fait. Si on revient à la sauce saké miso, on fouette jusqu'à temps que le miso soit bien incorporé à la sauce. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et puis, c'est très important, je vous dirais, ne mettez pas de sel. C'est une des rares fois que vous allez m'entendre vous dire de ne pas mettre de sel. Mais le miso est très salé, hein, déjà à la base. Donc, ne mettez pas de sel tout de suite. Goûtez-y avant, puis vous allez rajuster par la suite. Sauce tomate, on a oublié de mentionner que certaines fois, les tomates, hein, c'est la nature, sont un petit peu plus acides. Pour corriger, on peut mettre un petit peu de sucre de canne ou un peu de miel à la toute fin, juste pour couper l'acidité des tomates. Si vous trouvez votre sauce miso un peu trop épaisse, comme c'est mon cas présentement, vous pouvez venir ajouter un petit filet d'eau tout simplement pour venir la délayer. Et de mon côté, j'ai sorti l'onglet. Donc, on va laisser tempérer l'onglet, je vous dirais, 3-4 minutes, afin que le sang se répartisse dans la viande. Il ne faut pas qu'on coupe tout de suite la viande puis que le sang se lance dans l'assiette. Hein. Donc, on veut une viande dans laquelle le sang s'est bien réparti, très goûteuse, très juteuse. Donc, on laisse reposer 3-4 minutes, le temps que la sauce se termine.
Est-ce que tes légumes sont prêts? Pendant ce temps-là, je peux peut-être dresser mes légumes. C'est ce que j'allais dire. On peut commencer à dresser. On goûte. Donc, c'est sûr que quand on ne met pas de féculents dans l'assiette, si on n'utilise pas de pommes de terre, de riz ou de pâte, faire une poêlée de légumes, c'est assez rapide, hein, je vous dirais. Donc, c'est vrai. Une recette ici qui prend une dizaine de minutes, 15 minutes, là, pour ceux qui sont moins habitués peut-être. Mais bien souvent, on n'a pas forcément besoin de féculents. Hein. On a été habitués à mettre des féculents dans l'assiette, mais ça peut être suffisant de manger une belle poêlée de légumes avec la protéine, une sauce, et c'est tout. Je suis prête, Francis? Bien, viens-t'en, on peut dresser ça. Parfait. Alors, si tu veux, tu peux mettre ton onglet quand tu es prêt. On va mettre nos belles échalotes. Et j'ai une petite décoration, parce qu'on dit décoration, mais ce n'en est pas juste une. Hein? Pensez que souvent dans vos assiettes, quand vous avez des herbes ou que vous avez des fleurs, hein, elles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles amènent une saveur, elles amènent une texture différente. Entre autres, là, présentement, j'ai travaillé de la capucine. On en a beaucoup dans nos jardins. Puis là, on parlait de moutarde. Hein? On parlait de côté moutardé avec notre cresson tout à l'heure. Mais dans la culture japonaise, on a le wasabi qui a un côté très moutardé. Je l'ai remplacé tout simplement par des feuilles de capucine. Et ces fleurs qui vont amener un côté très joli et délicieux. Ça semble délicieux, voilà. ça, Francis? Ça me semble délicieux. Ça semble bon. On vient déposer la sauce. Alors là, allez-y généreusement ou non, mais après, déposez un petit plat sur la table, tout simplement, puis les gens qui aiment ça à côté un petit peu plus type sauce, ils vont s'en ajouter au fur et à mesure. Et c'est une sauce, vous allez voir en la cuisinant à la maison, j'espère, qui est assez punchée. Hein? Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Comme je vous disais, c'est un côté assez salé. Nos beaux oignons verts. On aurait pu ciseler, hein, si vous voulez. Si vous vous trouvez voulez. ça un peu grossier, mais on a... Moi, j'aime bien le servir comme un légume. Exact. Oui, moi aussi, j'aime ça. Alors, nos feuilles de capucine, on peut les mettre un peu partout dans l'assiette. On peut même les défaire grossièrement. Et on termine avec les fleurs. Est-ce que tu as faim, Francis? Ça donne le goût. Ça donne le goût. Et voilà. Alors, ce serait prêt. On pourrait même craquer un peu de poivre sur le dessus. À la toute fin. Craquons le poivre. Alors, on a terminé avec notre poivre du moulin. Mange, ris, bois. Faut bien se nourrir. À la prochaine. Chez IGA Famille Benoît, notre passion de vous faire découvrir se transmet dans votre assiette. En valorisant les produits du Québec et jusqu'à partout dans le monde, on y retrouve des produits exclusifs et des idées repas qui vous simplifient la vie. Bon appétit!